Et chaque semaine, on se préoccupe de notre santé dans Vous êtes formidable et de notre bien-être aussi. Aujourd'hui, eh bien, nous allons tenter d'en savoir plus sur les mécanismes d'addiction, parfois, vous savez, aux somnifères, quand on a du mal à dormir de façon chronique, ou encore à ces antidouleurs auxquelles on peut s'accrocher facilement. Comment s'en défaire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Avec nous, le docteur Christophe Cuttarella. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et puis addictologue également. Vous allez être très précieux donc dans cette discussion. Et Léna Lounis, très précieuse également parce que vous êtes hypnothérapeute et que vous allez nous faire décrocher des médicaments par l'hypnose. Et on va voir comment ça peut fonctionner et être durable. Docteur Cuttarella, on va commencer par la première question. C'est facile de devenir accro à ces médicaments antidouleurs et pour le sommeil? C'est facile de devenir accro et c'est plus difficile de décrocher. Alors, c'est quoi le déclic qui doit nous faire dire « ça y est, là, je suis addict » ? Alors le déclic, je ne sais pas si on peut parler de déclic. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme toute addiction, quand on commence à prendre des médicaments potentiellement addictifs, que ce soit des anxiolytiques de type benzodiazépine ou des opioïdes antalgiques, le fait d'augmenter la dose, le fait de les prendre régulièrement et continuer à les prendre malgré l'absence d'anxiété ou la disparition de la douleur, ben là, ça génère ce qu'on peut appeler la tolérance, l'accoutumance, la dépendance physique, psychique et comportementale, ce qu'on appelle l'addiction en clair. C'est là que vous intervenez. Comment est-ce qu'on se sauve? J'imagine que ce n'est pas la même chose si on est addict depuis quelques mois ou depuis plusieurs années. Oui, ça prendra plus de temps, c'est sûr. Après, il y a des cycles de préparation et de maturation où déjà qu'on ne sait pas qu'on est addict et puis on va penser, on va nous le dire, fais attention, et puis on va bien se rendre à l'évidence qu'il y a une addiction, et puis il y a des signes physiques aussi qui peuvent nous le montrer. Et là, l'idéal, oui, c'est de consulter des spécialistes en la matière, psychiatres, psychologues, pour essayer de décrocher sur ces différentes parties, donc la partie physique, la partie psychologique et comportementale. Ouais. C'est comme le vin, à partir d'un verre par jour, on dit que c'est une forme d'addiction. Est-ce que si on prend le médicament quotidiennement pour l'antidouleur ou pour le sommeil, on est forcément addict, on se considère comme tel? Alors c'est sûr qu'il faut voir, suivant l'œil de la société, l'œil du vin, vous prenez un exemple qui est un peu brûlant des fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le traitement, ça peut être prescrit pour un temps. Le problème, c'est que quand on dépasse cette durée de prescription et qu'on va passer aux besoins du produit, malgré, moi je vois beaucoup de personnes... Quand on peut pas s'en passer en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et de prendre par exemple, je prends l'exemple du tramadol, un opioïde qu'on peut penser pas très très dangereux, et pendant une période post-opératoire, et en fait la douleur elle est plus présente 6 mois, 1 an, 10 ans après, le tramadol par contre est toujours là. Et là, c'est là où on intervient. Alors justement, quand ça reste aussi longtemps dans notre corps, quels sont les dégâts à long terme que peuvent occasionner ces médicaments? Alors, il peut y avoir des dégâts physiques au niveau, par exemple, les benzodiazépines, et pas mal d'études qui ont montré au niveau cognitif, au niveau de la mémoire. Forcément, c'est pas très bon. Après, l'élimination hépatique pour certains médicaments. Mais ce que je veux dire par là, en tout cas, moi, ma position de psychiatre, c'est plutôt l'emprise, j'allais dire l'esclavagisme, le mot addict. Les addictés, c'était les esclaves à l'époque romaine. Et en fait, on est emprisonné de ce traitement-là, de ces médicaments-là. Et nous, notre travail avec le patient, quand je dis le nôtre, c'est le patient est inclus pleinement dedans, va être de faire casser ces chaînes et de sortir de cette addiction-là. Alors, si l'on doit suivre un autre traitement pour sortir de l'addiction, lequel va être le moins addictif, entre guillemets? Alors nous, on utilise deux techniques. Moi, j'utilise la première technique, c'est la réduction progressive du traitement. Donc ça va être moi qui prends la main sur la prescription. Il n'y a plus que moi qui prescris. Et c'est là où je contacte les pharmaciens pour qu'on soit vraiment raccord. Le médecin traitant, le patient, le pharmacien et moi. Et on fait une diminution progressive avec ce qu'on appelle un carnet de suivi, un carnet d'autocontrôle. Donc forcément, ça va nécessiter une grosse implication du patient. Et la deuxième méthode, je parle pour la partie médicamenteuse, ça va être faire un switch vers le traitement qui va donner des pics habituellement, donc le traitement addictif qui va donner des pics de satisfaction, euphorisants, qu'on pourrait appeler, vers un autre médicament dit de substitution qui va agir à très long terme et qui, lui, n'entraîne pas d'addiction. Et après, c'est le rôle des psychologues de gérer toute la partie comportementale et psychologique. C'est un peu le mien aussi, évidemment. Psychologue et hypnothérapeute, c'est votre cas, hein, Léna Lounis. Alors, justement, peut-on se passer de médicaments grâce à l'hypnose? Ça marche vraiment?
Alors la réponse c'est oui, évidemment c'est possible. L'hypnose, ça apporte des résultats très favorables dans la prise en charge de la douleur, du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil aussi, et bien d'autres choses encore. Les avantages avec cette technique, c'est déjà qu'il n'y a évidemment aucun risque de dépendance, mais aussi qu'elle peut permettre aux personnes de prévenir, lutter et guérir de façon autonome de différents symptômes. Je pense notamment à des pratiques d'auto-hypnose que le praticien peut apprendre aux patients. Est-ce que l'hypnose nous fait oublier la douleur? On parle de la douleur, on verra pour le sommeil tout à l'heure. On sait que maintenant, c'est avéré, on peut se faire endormir, entre guillemets, par hypnose lors d'une opération chirurgicale. C'est le même type d'hypnose que vous allez utiliser pour la douleur? Alors, ça ne sera pas le même type d'hypnose pour la douleur, pour l'anxiété ou pour les troubles du sommeil, par exemple. Mais en effet, ce que vous dites, c'est tout à fait possible de se faire opérer sous hypnose. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. On peut provoquer en hypnose une dissociation du corps et de l'esprit suffisante pour générer une analgésie totale. Et ça marche avec tout le monde. Il faut être particulièrement suggestible, puisqu'on parle souvent de ce terme pour l'hypnose. Ou est-ce que ça fonctionne avec des gens qui sont même un peu réfractaires? Alors, ça fonctionne chez tout le monde. Si quelqu'un n'arrive pas à entrer en état d'hypnose, c'est de la faute du praticien et pas de la personne. Vraiment. Voilà, bon, mais on va aller vous voir. C'est un état naturel, c'est-à-dire c'est un état qu'on connaît tous au quotidien, finalement. Je peux vous donner un exemple, c'est l'exemple le plus... Attention, Eric. Hein. Ouais. qui est le plus parlant. Vous êtes en train de m'hypnotiser, en fait, c'est ça, à l'insu de mon plein gré, comme disait l'autre. Non, il faut quand même aussi un peu une alliance, bon, ça dépend des gens, mais pour dire à quel point c'est un état naturel qu'on va juste réactiver par l'induction hypnotique. Ça vous est déjà arrivé, un trajet en voiture, par exemple. Oui, alors ça, c'est ce qu'on prend à chaque fois sur l'autoroute, et parfois on se dit, oula, je suis là, et déjà. Ça. Ouais. Et ça, c'est par définition l'état d'hypnose, c'est-à-dire finalement, on est hyper vigilant, on a freiné quand il fallait freiner, tourné quand il fallait tourner, on est arrivé à bon port, et pourtant, on était complètement ailleurs. Ouais. Donc c'est pour vous dire, ça c'est chez tout le monde, donc c'est juste un état qu'on va réactiver par l'hypnose. Qu'on va réactiver par l'induction hypnotique plutôt, et qui va nous permettre là de jouer sur de nombreux niveaux. Donc on peut très facilement augmenter une sensation agréable à tel point qu'elle prenne tout l'espace, ou même éteindre complètement une sensation désagréable ou douloureuse. D'accord. Et donc c'est pas juste... ça fonctionne pour remplacer le médicament, mais si on est addictif au médicament, est-ce que c'est le fait justement d'oublier cette douleur qui a fonctionné, ou est-ce que vous avez aussi des méthodes d'hypnose pour que ce médicament qu'on prend de façon systématique devienne quelque chose dont on n'a plus envie, si ce n'est besoin? Ah bien sûr, là ça sera... Alors on peut agir autant sur le plan physique que psychique, donc là aussi la dépendance psychologique justement, où très facilement... En fait, en état d'hypnose, l'attention au monde extérieur, elle est diminuée. Donc l'inconscient, il a plus d'espace pour jouer son rôle protecteur et pour permettre à la personne de se reconnecter à ses ressources profondes. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si c'est j'ai besoin... Alors j'ai peur de donner un mauvais exemple, là, mais si c'est j'ai besoin de mon anxiolytique tous les soirs avant de dormir, sinon j'ai l'impression que je ne vais pas dormir, et ben en hypnose, on va réactiver d'autres ressources chez le patient pour qu'il puisse se sentir lui-même détendu. Alors, les ressources, ça peut être un peu tout. Ça peut être aussi un très bon souvenir dans l'enfance, des choses que la personne a réussi avant sans médicaments, par exemple. Enfin, il y a vraiment plein de stratégies et de techniques différentes. Et encore une fois, c'est ce qui va nous rassurer, ça fonctionne sur tout le monde, même les gens qui ne croient pas du tout à l'hypnose. Ça fonctionne vraiment chez tout le monde. Alors, c'est vrai qu'on n'utilisera pas les mêmes inductions chez tout le monde. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'intellectualisation, qui a du mal à avoir accès aux sensations corporelles, on ne va pas pouvoir lui faire une induction de détente ou autre, il faudra beaucoup saturer, enfin il va falloir s'adapter. C'est pour ça que je dis que c'est la faute du praticien et pas de la personne si on n'arrive pas à faire entrer quelqu'un en état d'hypnose. Bon, dernière question, docteur, on sait que les laboratoires sont quand même très intéressés à vendre des médicaments, c'est la fin des labos, l'hypnose? Non, non, c'est pas le sujet de toute façon. Nous on travaille vraiment en partenariat vraiment dans l'équipe, la clinique à Saint-Barnabé avec Léna, avec d'autres psychologues. En fait, on a toujours travaillé conjointement, c'est-à-dire que le médicament, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain, surtout ces traitements dont on parlait, c'est pas possible. Il faudra soit un traitement de substitution, soit une diminution progressive. Et associé à ça, là, les psychologues vont travailler sur l'hypnose et le travail du pourquoi. Donc, non, on a... C'est complémentaire. Les labos ont encore du champ devant eux. Du grain à moudre. Ouais. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux.